Nous n'en avons toujours pas terminé avec le sujet de la sodomie et nous allons l'aborder sous un angle dont nous avons déjà parlé dans les toutes premières émissions, notamment le préambule à sodomie obligatoire. Nous avons abordé la question de l'homosexualité masculine. Toutes ces problématiques en fait se télescopent les unes les autres et s'influencent les unes les autres. Mais il nous faut maintenant parler d'un sujet spécifique à propos de l'homosexualité. Et le sujet spécifique de l'homosexualité risque de faire encore moins consensus parce que, bien sûr, on ne décide pas d'être homosexuel. À la fois c'est un choix et c'est pas un choix. C'est un petit peu comme la judaïté. À la fois c'est une religion mais c'est une appartenance. Et il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'homosexualité, ça fait rentrer dans une catégorie sociale. Hein. On parle des minorités sexuelles. En réalité, minorité sexuelle, ça n'existe pas. Il y a l'homme et la femme, il y a la sexualité voulue par la nature, et puis il y a toutes les déviances possibles qui sont, à notre époque spécifique, mais c'est absolument pas la seule, et selon les endroits du monde, bien sûr, qui est érigé en art de vie, en style de vie. Mais prenons connaissance de ces documents qui sont un peu étonnants. Vous savez qu'on cherche indéfiniment comme ça le gène de l'homosexualité, comme on cherche un gène juif d'ailleurs. Le parallèle n'est pas inintéressant hein, entre ces deux communautés qui reposent sur des choses qui ne sont pas ni ethniques ni physiologiques, donc pas dans la matière. Et ces groupes autour desquels il y a une grande cohésion, mais qui ne repose sur rien de réel. Alors je dis pas que l'attirance pour une personne du même sexe n'est pas réelle, j'ai déjà dit que je savais tout ça et qu'on en parlera, si on peut, bien sûr, mais c'est pas ma priorité d'expliquer en quoi c'est pas absolument réel. J'ai déjà dit que tout ce que nous percevons est perçu comme réel, mais c'est pas pour autant que c'est réel. Les effets négatifs sur la santé de l'homosexualité. Hollywood et les médias propagent sans relâche l'image de l'homosexuel en forme, en bonne santé. La réalité est à l'opposé polaire de cette caricature. Les relations homosexuelles et lesbiennes sont généralement caractérisées par l'instabilité, la promiscuité et les pratiques sexuelles malsaines et risquées. Les facteurs qui augmentent considérablement l'incidence des maladies sexuellement transmissibles graves et incurables, y compris l'hépatite, la syphilis, la gonorrhée, le VPH et le sida. Bon, le sida, ça dépend ce qu'on appelle le sida, effectivement. Alors ça, c'est le révérend Timothy Daley. C'est un chrétien américain, hein, donc on va voir ce qu'on va apprendre là, bien sûr. Hein, c'est l'opposé idéologique. Les militants homosexuels tentent de présenter leur mode de vie comme normal et sain, et insistent sur le fait que les relations homosexuelles sont l'équivalent à tous égards de leurs homologues hétérosexuels. Hollywood et les médias propagent sans relâche l'image de l'homosexuel en forme et en bonne santé. La réalité est tout à fait opposée à cette caricature récemment concédée par le journal homosexuel New York Blade News. Les rapports d'une conférence nationale sur les maladies sexuellement transmissibles indiquent que les hommes gays sont dans le groupe à risque le plus élevé pour plusieurs des maladies les plus graves. Les scientifiques pensent que le nombre accru de maladies sexuellement transmissibles, MST, est le résultat d'une augmentation des pratiques sexuelles à risque par un nombre croissant d'hommes gays qui croient que le VIH n'est pas une maladie mortelle plus longue. Alors un petit juste là, il est temps d'en parler parce qu'on va tomber sur le VIH tout le temps. Ce qu'on appelle SIDA en Afrique et ce qu'on appelle SIDA dans les communautés homosexuelles, c'est pas la même maladie. Hein. C'est pas la même maladie, c'est pas causé par les mêmes choses. Ça, c'est aussi un sujet à part. Comment on a créé le sida à partir de l'immunodéficience d'une catégorie de population, les homosexuels californiens avec des pratiques à risque avéré et une promiscuité très grande, c'est-à-dire des partenaires multiples dans des proportions qui dépassent l'entendement. Et ça détruit, bien sûr, ces pratiques détruisent l'immunité parce que c'est associé aussi à la prise de drogue, mais aussi parce que ce sont des personnes qui, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, sont détruites, donc n'ont pas de système immunitaire global. Il n'y a pas que le physiologique, il y a le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc tout rentre, hein, légion, comme nous avons vu.
Par la sodomie, il rentre tout un tas de choses. Donc, que ce soit des maladies ou des parasites sur le plan physique, ou que ce soit des maladies psychiques, des maladies spirituelles et des emprises spirituelles, des parasitages spirituels, ce ne sont que deux faces de la même pièce, c'est la même chose. Quand on utilise son corps-esprit biologique, énergétique, d'une façon contraire à ce qui est voulu par la nature des choses, la nature spirituelle des choses, on en paye les conséquences, et les conséquences sont un endommagement du système ou une destruction du système. L'instabilité et la promiscuité caractérisent généralement les relations homosexuelles. Alors, instabilité et promiscuité, il faut tout de suite préciser ces mots. Instabilité, ça veut dire que les relations ne durent pas. Et promiscuité, ça veut dire, c'est à comprendre dans un sens sexuel, c'est-à-dire beaucoup de partenaires en même temps. Donc ces deux facteurs, instabilité et promiscuité, augmentent l'incidence des maladies graves et incurables. De plus, certains comportements homosexuels exposent les praticiens à un risque plus élevé de diverses maladies, comme le cataloguent les données de recherche suivantes. Comportements sexuels risqués liés à la montée de l'homosexualité. Malgré 2 décennies d'efforts intensifs pour éduquer les homosexuels contre les dangers du syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA et d'autres, l'incidence des pratiques sexuelles dangereuses, qui entraînent souvent diverses maladies, est en augmentation. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre une capote et de continuer à vivre des relations complètement dégénérées sur le plan affectif, sans même parler du plan physiologique. Promiscuité homosexuelle. Des études indiquent que l'homosexuel masculin moyen a des centaines de partenaires sexuels au cours de sa vie. Des centaines. Alors c'est pas spécifique, encore une fois, aux homosexuels masculins, mais c'est spécifique à un certain comportement qu'on trouve plus souvent chez les hommes que chez les femmes, de compulsion sexuelle et de consommation. Il y a des hommes qui se vantent d'avoir eu plusieurs centaines de partenaires. Les femmes qui se vantent d'avoir eu plusieurs centaines de partenaires sont beaucoup moins nombreuses statistiquement. Et ce sont des hommes émotionnels. Bell et Weinberg, dans leur étude classique sur l'homosexualité masculine et féminine, a constaté que 43% des homosexuels blancs avaient des relations sexuelles avec 500 partenaires ou plus, et 28% ayant 1000 partenaires sexuels ou plus. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui ont été mariés, qui n'ont eu qu'un seul partenaire, qu'un seul amour, ou qui en ont eu quelques-uns entre les amours de jeunesse, les premiers ratages et puis la vie commune avec quelqu'un, donc peut-être en tout moins d'une demi-douzaine de partenaires au cours de la vie, ça laisse songeur. Dans leur étude des profils sexuels de 2583 homosexuels plus âgés, publiée dans le journal Journal of Sex Research, Paul Van de Ven a constaté que seulement 2,7% des personnes ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec un seul partenaire. La réponse la plus courante, donnée par 21,6% des répondants, a été d'avoir 100 à 500 partenaires sexuels au cours de leur vie. Une enquête menée par le magazine homosexuel Gender a révélé que 24% des répondants ont déclaré avoir eu plus d'une centaine de partenaires sexuels au cours de leur vie. Le magazine a noté que plusieurs répondants suggéraient d'inclure une catégorie de ceux qui avaient plus d'1 millier de partenaires sexuels. Plus d'1 millier. Comme des prostituées en fait. Les prostituées ont beaucoup de partenaires sexuels. Techniquement, c'est des partenaires sexuels. Dans son étude sur l'homosexualité masculine dans la sexualité occidentale, pratique et préceptes dans les temps passés et présents, Pollack a constaté que peu de relations homosexuelles durent plus de 2 ans, de nombreux hommes signalant des centaines de partenaires à vie. Alors, il y a des hommes qui restent en couple longtemps. Longtemps, on en connaît, comme ça on en connaît tous, un couple de charmants homosexuels masculins, de charmants petits vieux homosexuels. Alors, c'est pas parce qu'ils sont ensemble, qu'ils ont une vie commune, qu'ils sont des partenaires sexuels, qu'ils le restent, ou qu'ils sont des partenaires sexuels exclusifs. Pas du tout. On m'a raconté ça quand je fréquentais beaucoup un certain milieu homosexuel à Paris quand j'étais jeune, un milieu homosexuel masculin. On m'a raconté ça, comment ça se passait.
Les gens eux-mêmes me l'ont raconté, si vous voulez. Ils s'en vantent, hein. Promiscuité entre couples homosexuels. Nous y arrivons. Même dans les relations homosexuelles dans lesquelles les partenaires se considèrent comme étant dans une relation engagée, le sens de engagé signifie généralement quelque chose de radicalement différent du mariage. Dans le couple masculin, les auteurs McWhirter et Mattison ont rapporté que dans une étude portant sur 156 hommes dans des relations homosexuelles d'une durée de 1 à 37 ans, seuls 7 couples ont une relation sexuelle totalement exclusive, et ces hommes sont tous ensemble depuis moins de 5 ans. Autrement dit, tous les couples ayant une relation de plus de 5 ans ont incorporé une disposition relative à l'activité sexuelle extérieure dans leur relation. Vous allez me dire que les couples hétérosexuels font de même. C'est très probable, en le disant ou en ne le disant pas, mais dans une bien moindre proportion. Et quand c'est su par l'un ou par l'autre, c'est un cas de divorce ou de séparation. C'est-à-dire que même ceux qui le font, le partenaire ou le conjoint qui a une relation extra-conjugale, la cache à l'autre parce que même lui, il trouve pas ça acceptable. Parce que s'il trouvait ça acceptable et que c'était un présupposé de départ à la relation, ça aurait été mis sur la table dès le départ. Dans l'homosexualité masculine et féminine, Saguier et Robbins ont constaté que la relation de vie homosexuelle moyenne des hommes dure entre 2 et 3 ans. Aspect malsain des relations homosexuelles monogames. Même les relations homosexuelles qui sont vaguement qualifiées de monogames n'aboutissent pas nécessairement à un comportement plus sain. La revue AIDS a rapporté que les hommes impliqués dans des relations engagées ont des rapports anaux et des rapports oraux-anaux avec une fréquence plus élevée que ceux sans partenaire stable. Les rapports sexuels anaux ont été liés à une multitude de maladies bactériennes et parasitaires sexuellement transmissibles. L'activité de la relation n'a pas diminué l'incidence des actes sexuels malsains qui sont monnaie courante chez les homosexuels. Une étude en anglais publiée dans le même numéro de la revue AIDS a concordé, constatant que la plupart des actes sexuels incontournables chez les homosexuels se produisent dans des relations stables. Alors je suppose qu'il est fait référence à pas mal de pratiques violentes, sadomaso, dommageables pour le corps, la prise de drogue, l'alcoolisme et tout un tas d'autres comportements qui mettent absolument en péril la santé du corps. Donc l'homosexuel sain qui va bien, qui fait un footing et qui prend soin de lui, tout ça, qui mange bio, tout ça, bon, ça prend un coup quand même. Le syndrome de l'intestin gay, Gay Bowel Syndrome, GBS. Le journal de l'American Medical Association fait référence aux problèmes de GBS tels que la proctite, la proctocolite et l'entérite, comme des syndromes gastro-intestinaux transmis sexuellement. Des syndromes gastro-intestinaux transmis sexuellement. Donc maladie gastro-intestinale transmise sexuellement par la sodomie. De nombreux agents pathogènes bactériens et protozoaires qui causent le GBS se trouvent dans les excréments et sont transmis au système digestif. Selon le texte pro-homosexuel Anal Pleasure and Health, plaisir anal et santé, ouvrez les guillemets, les activités sexuelles offrent de nombreuses possibilités pour de minuscules quantités d'excréments contaminés de se retrouver dans la bouche d'un partenaire sexuel. L'itinéraire le plus direct est le contact oral-anal. Encore une fois, avec la montée des pratiques sodomiques dans la population hétérosexuelle, on se retrouve avec ce même type de problème. L'anulingus, ça s'appelle comme ça, ouais, c'est joli, mettre la langue dans l'anus pour préparer le ou la partenaire. Donc là, il y a une contamination, forcément. Et forcément, oui et non, on pourra revenir là-dessus si vraiment vous le désirez. Ceux qui se sentent pas très à l'aise parce qu'ils pratiquent ça avec leur partenaire féminine, bon, comme tout, on peut faire en étant des êtres humains des choses qu'on n'est pas censé faire, mais dans une certaine mesure et dans un certain état d'esprit. Et quand je dis dans une certaine mesure, faut pas que ça devienne la norme et la majorité de nos pratiques, de faire que des choses qui sont contre notre nature biologique, parce que là, on se renie biologiquement, spirituellement, et là, on entre en dissonance avec soi-même, et c'est là que la maladie intervient. La maladie n'est pas physiologique. La maladie se manifeste par la physiologie, c'est très différent.
Violence dans les relations lesbiennes et homosexuelles. Une étude du Journal of Interpersonal Violence a examiné les conflits et la violence dans les relations lesbiennes. Les chercheurs ont constaté que 90% des lesbiennes interrogées avaient été victimes d'un ou plusieurs actes d'agression verbale de la part de leurs partenaires intimes au cours de l'année précédant cette étude, avec 31% signalant un ou plusieurs incidents de violence physique. Dans une enquête auprès de 1099 lesbiennes, le Journal of Social Service Research a constaté que un peu plus de la moitié des lesbiennes ont signalé qu'elles avaient été maltraitées par une amante ou partenaire. Les formes d'abus les plus fréquemment indiquées étaient la violence verbale, émotionnelle, psychologique et la violence physique et psychologique combinée. Dans leur livre « Men Who Beat the Men Who Love Them », les hommes qui frappent les hommes qui les aiment, « Battered Gay Men and Domestic Violence », les hommes gays battus et la violence domestique, Heil et Letellier rapportent que l'incidence de la violence domestique chez les hommes gays est presque le double de celle de la population hétérosexuelle. Alors, encore une fois, il y a des problèmes chez les hétérosexuels, donc chez les couples biologiques, on pourrait dire. Il y a de la violence, il y a de la domination, mais c'est considéré en soi comme un problème et l'incidence est moins importante. Comparer le faible taux de violence entre partenaires intimes dans le mariage. Les relations homosexuelles et lesbiennes sont beaucoup plus violentes que les ménages mariés traditionnels. Bureau of Justice Statistics, États-Unis, le ministère de la Justice, signale que les femmes mariées dans les familles traditionnelles subissent le taux de violence le plus faible par rapport aux femmes dans d'autres types de relations. Un rapport de l'Institut médical de santé sexuelle a approuvé. Il convient de noter que la plupart des études sur la violence familiale ne font pas de distinction entre le statut de partenaire marié et non marié. Des études qui font ces distinctions ont révélé que les relations dans le mariage ont tendance à présenter la violence intime la moins présente par rapport aux relations de cohabitation ou de rencontre, c'est-à-dire union libre ou cohabitation passagère, liaison. Incidence élevée des problèmes de santé mentale chez les homosexuels et lesbiennes. Une enquête nationale auprès des lesbiennes, publiée dans le Journal of Consulting and Clinical Psychology, a révélé que 75% des 2000 répondants avaient suivi des conseils psychologiques d'une certaine sorte. Beaucoup pour le traitement de la dépression ou de la tristesse à long terme. Parmi l'échantillon dans son ensemble, il y avait une prévalence étrangement élevée d'événements et de comportements de vie liés à des problèmes de santé mentale. 37% ont été agressés physiquement et 32% ont été violés ou agressés sexuellement. 19% avaient été impliqués dans des relations incestueuses en grandissant. Près d'un tiers consommaient du tabac quotidiennement et environ 30% buvaient de l'alcool plus d'une fois par semaine. 6% buvaient quotidiennement. 1 sur 5 consommaient de la marijuana plus d'une fois par mois. 21% de l'échantillon pensaient parfois ou souvent au suicide. Et 18% avaient en fait déjà tenté de se suicider. Plus de la moitié s'étaient sentie trop nerveuse pour accomplir des activités ordinaires à un moment donné au cours de la dernière année, et plus du tiers avaient été déprimés. Durée de vie réduite. Une étude publiée dans l'International Journal of Epidemiology sur les taux de mortalité des homosexuels a conclu qu'ils avaient une espérance de vie considérablement réduite. Dans un grand centre canadien, l'espérance de vie à 20 ans pour les hommes gays et bisexuels est de 8 à 20 ans inférieure à celle de tous les hommes. Si le même schéma de mortalité devait se poursuivre, nous estimons que près de la moitié des hommes gays et bisexuels actuellement âgés de 20 ans n'atteindront pas leur 65e anniversaire. Selon les hypothèses les plus libérales, les hommes gays et bisexuels de ce centre urbain connaissent maintenant une espérance de vie similaire à celle vécue par tous les hommes au Canada en 1871. Donc c'était révolution industrielle en Europe, pauvreté, misère, mauvaises conditions de vie, pas parce que c'était avant, mais parce que justement les gens ne vivaient plus suivant des modes de vie traditionnels avec une gestion du temps et de la vie émotionnelle correcte. Sans parler de la nourriture et des pollutions, bien sûr. Du travail aussi, du travail dans le monde de la révolution industrielle, qui est pas du tout la même notion que le travail dans les sociétés traditionnelles ou tribales. Ceux qui préconisent l'acceptation pleine et entière du comportement homosexuel choisissent de minimiser les preuves croissantes et incontestables concernant les effets graves et mortels associés au mode de vie homosexuel.
Les groupes de défense des droits des homosexuels ont le devoir moral de diffuser des informations médicales qui pourraient dissuader les individus d'entrer ou de continuer dans un mode de vie intrinsèquement malsain et dangereux. Les responsables de l'éducation, en particulier, ont le devoir de fournir des informations sur les effets négatifs de l'homosexualité sur la santé aux étudiants dont la vie est menacée en adoptant un tel comportement. Surtout, la société civile elle-même a l'obligation d'instituer des politiques qui favorisent la santé et le bien-être de ses citoyens. Il est connu et bien documenté que les parasites altèrent le comportement de l'hôte, le comportement psychologique, le comportement émotionnel. Parce que notre psychologie et nos émotions sont avant tout basées sur notre chimie corporelle, qu'elle soit intestinale, sanguine, cérébrale ou endocrine. L'un des exemples les plus faciles à mettre en lumière, c'est par exemple la candidose. Et je m'appuierai comme d'habitude sur un exemple personnel. Lors d'un épisode de candidose avérée, j'avais eu une conversation avec ma pharmacienne. Oui, c'était à l'époque des conversations, c'était avant les masques, les écrans de plastique, la parano généralisée et les queues à l'extérieur du magasin. Et nous en étions venus à parler naturellement du sucre et de l'attirance pour le sucre, car c'est l'un des symptômes de la candidose. L'attirance pour le sucre, un besoin constant de sucre. Et c'est très simple, m'explique-t-elle, le champignon se nourrit de sucre. Oui, c'est simple, mais c'est très lourd de conséquences. En fait, ce n'est pas vous qui voulez du sucre. Ce n'est pas votre organisme qui veut du sucre. Bon, je parle pas que du sucre blanc, bien sûr, c'est pas du tout ce que je consommais. D'ailleurs, je consommais essentiellement des barres de fruits secs sans rien dedans, que des fruits secs avec une base d'oléagineux et de dattes ou de figues ou de ce que je trouvais, quoi, de pommes, fallait qu'il y ait du sucre, fallait que ce soit sucré. Mais l'organisme n'a pas besoin d'autant de sucre. C'est pas bon pour lui, ça acidifie. Et justement, c'est ça acidifie. Le champignon a besoin d'un milieu acide. C'est la nourriture du champignon, le sucre. Vous savez bien, vous qui faites du kéfir ou du kombucha, des choses comme ça, la nourriture, c'est le sucre. En tout cas pour le kéfir. Et pour le kéfir de lait, c'est le sucre du lait, naturellement, le lactose. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez envie de sucre, une envie irrépressible, ce n'est pas vous, c'est le champignon. C'est-à-dire le parasite. C'est le parasite qui a besoin de sucre pour modifier votre terrain. Son besoin sera perçu en vous comme une envie. Est-ce que vous me suivez ? Nos envies sucrées, nos envies contre nature, nos envies antiphysiologiques ne sont pas des besoins à nous. Ce sont les besoins d'un parasite. Et plus ce parasite modifie notre terrain, plus il appelle d'autres parasites par un déséquilibre progressif de notre flore intestinale, de notre chimie sanguine. Nous nous éloignons de plus en plus de notre terrain biologique interne optimal. Alors nos comportements mentaux changent, parce que le mental est l'émanation d'une chimie corporelle saine. Voici un article en anglais qui serait bon de traduire. Déjà le titre, The Relation of Toxoplasma Infection and Sexual Attraction to Fear, Danger and Pain and Submission. La relation entre l'infection à la toxoplasmose et l'attirance sexuelle pour la peur, le danger, la douleur et la soumission. Résumé. Les modèles comportementaux, dont les modèles comportementaux sexuels, sont généralement compris comme des adaptations biologiques qui augmentent la santé de leurs porteurs. Beaucoup de parasites, dénommés manipulateurs, sont connus pour induire des changements dans le comportement de leurs hôtes pour augmenter leur propre santé.
De tels changements sont alors induits par un parasite du chat, Toxoplasma gondii. Le changement le plus remarquable est le phénomène d'attirance fatale. Le changement chez les souris et rats qui ont été infectés va d'une peur native pour l'odeur des chats et se transforme en attirance à cette odeur. Les stimuli qui activent les circuits en relation avec la peur chez les rongeurs en bonne santé commencent alors à activer les circuits en relation avec le sexe chez les animaux infectés. Une analogie au phénomène d'attraction fatale a aussi été observée chez des humains infectés. Nous avons commencé à tester une hypothèse selon laquelle l'augmentation du désir sexuel par la peur, la violence et les stimuli en relation avec le danger se produisent plus fréquemment chez des sujets infectés à la toxoplasmose. Une étude croisée menée sur 5087 sans toxoplasmose et 741 infectés par le parasite toxoplasma ont montré que les sujets infectés et non infectés diffèrent dans leur comportement sexuel, les fantasmes et les préférences. En accord avec notre hypothèse a priori, les sujets infectés voient augmenter leur propre attirance pour la peur, le danger et la soumission sexuelle, même quand ils pratiquent une activité sexuelle plus conventionnelle. L'infestation à la toxoplasmose prédispose au comportement sexuel sadomaso. Incroyable. Notre étude a confirmé l'existence de différences spécifiques dans le comportement sexuel, les désirs et les préférences entre sujets infectés à la toxoplasmose et sujets non infectés. Le caractère de ces changements, c'est-à-dire l'attraction plus élevée à l'esclavage, à la violence, et chez les hommes au masochisme et au viol, soutient notre hypothèse sur la coactivation des circuits d'amygdale médiale liés au sexe et à la peur chez l'homme. Il faut souligner que l'infection au toxoplasma n'explique qu'une petite partie de la variabilité des traits associés au BDSM, pratique sadomasochiste. Il a été démontré que la sensibilité des tests sérologiques actuels n'est pas idéale et que même dans les populations de jeunes sujets séronégatifs, 5 à 15% des individus sont en fait infectés au toxoplasma. Dans les strates plus âgées, la séroprévalence de la toxoplasmose diminue, ce qui suggère que la fréquence des faux négatifs chez les personnes âgées est probablement beaucoup plus élevée. On pourrait supposer que les faux négatifs, c'est-à-dire les sujets avec des infections les plus anciennes et donc la plus faible concentration d'anticorps anti-toxoplasma, pourrait être responsable de certains traits du BDSM chez des sujets en apparence non infectés. Une explication plus probable cependant est que l'excitation sexuelle par le danger, la peur et ainsi de suite pourrait avoir un mécanisme neurophysiologique commun, éventuellement la coactivation de circuits liés au sexe et à la peur dans l'amygdale, mais cette coactivation pourrait avoir diverses causes indépendantes et Toxoplasma utilise cette propriété du cerveau des mammifères dans la manipulation du comportement de leurs hôtes intermédiaires. Nous avons donc une modification du comportement sexuel et des attirances, des pulsions sexuelles dues à un parasite. Homosexualité masculine, une parasitose. Infections parasitaires intestinales chez les hommes homosexuels, prévalence, symptômes et facteurs de transmission, par les docteurs Keystone et Proctor. Proctor, ça me fait toujours mourir de rire parce que procto, c'est le préfixe qui signifie trou du cul quand même. Résumé, dans une étude contrôlée, 67,5% des 200 hommes homosexuels, mais seulement 16% des hommes hétérosexuels, ont été infectés par des parasites intestinaux. Entamoeba histolytica a été isolé dans 27% des hommes homosexuels et 1% des hommes hétérosexuels. Giardia lamblia a été isolé chez 13% des hommes homosexuels et 3% des hommes hétérosexuels. La présence de symptômes ne pouvait être corrélée à une infection, sauf lorsque l'infection était causée par plus d'un organisme, y compris G. lamblia. Les symptômes étaient beaucoup plus fréquents chez les homosexuels infectés et non infectés que chez les hétérosexuels.
Donc les hétérosexuels sont, même infectés, ils sont asymptomatiques, majoritairement. Parmi les hommes homosexuels, les récents voyages à l'étranger, le fait de vivre dans un ménage homosexuel et la promiscuité n'étaient pas corrélés à une infection parasitaire intestinale. Mais le nettoyage de l'anus avant de pratiquer le sexe était associé à une prévalence d'infection significativement plus faible. Ces résultats suggèrent que la communauté homosexuelle masculine peut être un réservoir important de protozoaires potentiellement pathogènes. Donc nous comprenons déjà que les hommes homosexuels sont plus parasités intestinalement. C'est pas bien difficile à comprendre, mais à plus d'un titre en réalité, pas juste par les pratiques. Entamoeba histolytica en tant que parasite intestinal commensal chez les hommes homosexuels. Entamoeba histolytica est considéré comme un organisme importé, rare au Royaume-Uni et dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord. Mais l'attention a récemment été attirée sur la possibilité de transmission sexuelle de ce parasite chez les hommes homosexuels. Pour déterminer la prévalence et l'importance clinique des infections parasitaires entériques chez les hommes fréquentant une clinique à Londres pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles, nous avons étudié 354 patients sélectionnés au hasard qui ont fourni un seul échantillon de sel qui a été examiné pour E. histolytica et d'autres parasites intestinaux. 45 des 225 patients homosexuels, soit 20%, étaient infectés par E. histolytica, mais aucune infection de ce type n'a été trouvée parmi les 129 sujets hétérosexuels, soit un taux inférieur à 0,0001%. Il n'y avait pas de corrélation entre la présence de E. histolytica et les symptômes gastro-intestinaux. Ces découvertes suggèrent que E. histolytica est un commensal courant dans la population homosexuelle et qu'en l'absence de preuves de maladies invasives, le traitement des personnes qui transmettent des kystes de l'organisme peut avoir peu d'avantages pratiques. Alors nous voyons ici qu'il y a un parasite qui semble ne pas être dangereux, ne pas provoquer quoi que ce soit, mais qui est présent chez les homosexuels. Alors, il provoque pas quoi que ce soit au niveau physiologique, non pathogène corporel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'incidence. Puisque nous venons de voir que les parasites altèrent le comportement de l'hôte. Ils altèrent son comportement psychique. Rappelons-nous aussi que psychique et physiologique ne sont pas des distinctions étanches. Avec les neurotransmetteurs, nous avons quelque chose qui se situe à la frontière entre la chimie du corps et le comportement psychologique. Selon quelle chimie du cerveau prévaut, on aura des états dépressifs, des pensées suicidaires. Les pensées suicidaires ne sont pas des pensées, ce sont des pulsions psychiques. On aura tout un tas de manifestations qui sont considérées comme psychiques, alors qu'en fait, elles viennent principalement du microbiote, de notre premier cerveau, le cerveau entérique. Et comme par hasard, c'est là que nous avons essentiellement les parasites, dans les intestins. Et quand on dit intestin, on pense assez facilement à la sodomie, qui est la voie par laquelle le courant naturel physiologique est inversé de ce qui est impur et qui doit sortir par l'anus, et de ce qui est pur et qui rentre par là, à savoir l'organe masculin, qui est propre, qui est sain, la semence masculine, le liquide séminal, tout ça, ça n'a rien à faire dans un anus. Sinon apporter des germes qui sont propres à cette zone, propres si j'ose dire, et à mettre en contact des organes qui sont physiologiquement, bactériologiquement incompatibles. Homosexuel, l'hypothèse parasite. Jetons un coup d'œil à mon hypothèse d'homosexualité. Dès le départ, il n'y a aucune incitation génétique à l'homosexualité. La psychologie essaie de trouver des moyens de défendre l'homosexualité comme une sorte de mécanisme social. Mais je pense qu'il y a une explication à l'homosexualité. Parasites. Oui, les parasites. Prenons par exemple Toxoplasma gondii,
Lorsque ce parasite infecte les rongeurs, il modifie leur comportement pour les rendre plus susceptibles d'être mangés par les chats. Ou Toxoplasma gondii peut ensuite se reproduire. Les homosexuels ont un taux d'infection étonnamment élevé par les parasites. Selon l'Institut national de la santé, 70% de tous les hommes homosexuels sont infectés par des parasites intestinaux, contre seulement 10% des hommes hétéros. Une petite note de la rédaction. Entre ces deux communautés distinctes, nous avons les hommes bisexuels, c'est-à-dire qui bic-et-bouc, qui passent des comportements erratiques spécifiques à la communauté homosexuelle masculine, aux comportements plus ou moins naturels, mais alors faudrait vraiment voir, avec des femmes. Donc là, on a deux communautés, si j'ose dire, pour moi c'est pas des communautés, mais qui sont plus étanches. Et ces hommes bisexuels sont en fait des facteurs de décloisonnement au niveau de la contamination parasitaire et des maladies. Ce taux étonnamment élevé d'infection par les parasites pourrait alors expliquer pourquoi les homosexuels ont une envie accrue de forniquer. Et j'ajouterais avec tout le monde si possible, avec le plus possible de partenaires, ce qui s'appelle la promiscuité. Ces parasites intestinaux ont toujours besoin de nouveaux hôtes. Sans vecteur de transmission viable, le parasite meurt. Et nous allons revenir sur ce sujet particulier de comment les parasites voyagent et pourquoi et comment ils se reproduisent, parce que ça nous donne aussi beaucoup à réfléchir. Le taux incroyablement élevé d'infections parasitaires parmi la population homosexuelle explique pourquoi ils sont si dégénérés sexuellement. Leur comportement est modifié de la même manière que le comportement du rat est modifié par Toxoplasma gondii, afin de permettre aux parasites de survivre. Cela expliquerait également pourquoi les médias paniquent à propos de l'ivermectine. L'ivermectine est potentiellement le médicament antiparasitaire le plus efficace disponible. Un cas anecdotique dans ma famille me donne de fortes suspicions que l'ivermectine pourrait être en fait un remède à l'homosexualité. Mon cousin était homosexuel, jusqu'à ce qu'on lui prescrive de l'ivermectine pour traiter le Covid. Après avoir pris de l'ivermectine, il a rempli une cuvette de toilette de vers intestinaux. Peu de temps après, il a perdu toute attirance pour les hommes et a trouvé les femmes sexuellement attirantes. Il était repoussé par sa nature antérieure. Ça alors. Ça c'est une bombe à retardement. Et bien sûr, vous pouvez être certain qu'elle n'explosera pas. Voilà également une réponse à une question qu'on m'a posée, ou que des gens se sont posés, je ne sais plus, une question, une remarque assez intelligente. Les hommes qui jusqu'à présent avaient été hétérosexuels et mariés, avaient eu des enfants, tout d'un coup se découvrent leur vraie nature. En fait, ils sont homosexuels, ils étaient jusque-là refoulés, et en découvrant leur vraie nature, certains même vont jusqu'à ce que se transgenrer, mais l'important c'est qu'ils deviennent homosexuels et ça ne va toujours que dans un sens. Les hommes hétérosexuels qui deviennent homosexuels après un contact avec l'homosexualité, mais le primo-contact n'était peut-être pas sexuel, humain, amoureux, d'interaction sexuelle, de drague, c'était peut-être autre chose, c'était peut-être une infection. Et une fois infecté, il n'y a pas de réversion. Quand j'étais justement ce qu'on appelle fille à PD, j'ai traîné avec beaucoup d'homosexuels, un groupe d'homosexuels, des gens, voilà, des copains, et avec des amours à géométrie variable extrêmement compliqués, et, beaucoup de promiscuité. Alors moi j'assistais pas à ça bien sûr, même pas vraiment à la drague, je les voyais quand j'étais avec mon copain historique, que j'étais invitée dans leurs fêtes et choses comme ça, mais ce garçon là, mon ami, pas mon petit ami bien sûr, mon ami, mon copain, mon camarade, je voyais comment il procédait, il détournait les jeunes garçons. Alors comment est-ce qu'il faisait ça au départ ? Mais il couchait avec eux et puis il les convertissait. Et puis après, les jeunes garçons n'étaient plus attirés par les femmes, bien qu'ils l'aient été avant. Ils devenaient pédés, quoi. Alors, on se dit que avant d'accepter
le premier contact sexuel. Peut-être qu'il y a eu quelque chose. Peut-être que lui, cet homme, mon ami qui était quelqu'un, je me suis rendu compte de quelqu'un de très très trouble, très arriviste, très 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 trouble d'ailleurs, qui se faisait passer pour juif alors qu'il l'était pas. On se demande pourquoi, parce qu'il voulait faire de l'entrisme dans le milieu et de la politique et du journalisme, un peu des deux, oui, ça va bien ensemble, oui, bien sûr. Et il devait savoir des choses, manifestement. C'est un vrai manipulateur par le langage et qui était capable de mettre quelqu'un en état de sidération aussi, de se tirer des situations les plus folles, de mettre l'autre en dissonance pour arriver à continuer ses mensonges. C'était très 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 curieux. Je m'en suis rendu compte après, parce que j'étais moi-même programmée à une certaine sidération. Et donc, il se peut que, en conscience ou pas, ce garçon, ce jeune homme, ait réussi à contaminer psychiquement ou physiologiquement ces garçons pour que leur répulsion se mue en attirance. C'est vraiment quelque chose que nous devrions dire publiquement, dont nous devrions parler. Parce qu'on dit que l'homosexualité n'est pas une maladie, c'est un choix. En même temps, c'est pas un choix. On est né comme ça. Il y a beaucoup de discours contradictoires. Et on voit que, parallèlement à l'homosexualité, surtout l'homosexualité masculine, mais ça s'explique, je vais y venir dans un instant, il y a beaucoup de comportements sexuels déviants, erratiques, dangereux, morbides, malsains du point de vue de la seule santé physique. Pourquoi est-ce que ça s'explique chez les hommes ? Eh bien parce que la nature yang de la majorité des hommes, la nature yang expansive, c'est un peu ça. C'est conquérir. Alors je dis pas que c'est une nature qu'il faut suivre, je dis que c'est un mouvement naturel qui, s'il n'est pas restreint par une saine volonté, par un psychisme sain, ça aboutit à des comportements de donjons et de mecs qui baisent des centaines de nanas comme les mecs baisent des centaines de mecs. Ceux-là sont peut-être d'ailleurs infectés, allez savoir. Ou par d'autres choses, il y a peut-être différentes infestations possibles. Une qui pousse à la promiscuité et une qui pousse à l'homosexualité. Et quand il y a l'un, il y a peut-être pas forcément l'autre, mais quand il y a l'autre, il y a forcément l'un, puisque chez les homosexuels, promiscuité et sodomie et homosexualité sont liés. Donc il y a peut-être plusieurs types de parasites, mais on sait bien que quand l'organisme s'affaiblit, l'un entraîne l'autre, bien évidemment. Plus le système immunitaire est faible, plus on attrape de maladies ensemble. C'est ça le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est pas une maladie en soi, c'est l'incapacité du système à mettre des barrières à ce qui n'est pas soi. C'est ça le système immunitaire. C'est le soi, ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Et quand ce qui n'est pas moi vit en moi, ça s'appelle du parasitage. C'est valable pour les parasites intestinaux, c'est valable pour les idées et pour les émotions. Pour les pensées même. Réfléchissez, quand vous écoutez la radio et que 10 fois par jour vous avez la même chanson parce qu'elle est en promotion actuellement, en train d'être promue, dont on en fait la promotion, eh bien ça va se substituer à une partie de votre activité cérébrale. C'est-à-dire que vous allez entendre cette chanson, la réentendre, avoir envie de la réécouter. Pourquoi vous achetez l'album ? C'est pas parce que vous aimez la chanson, c'est parce que vous l'avez entendue des centaines de fois au cours des dernières semaines. C'est comme ça que ça se produit. C'est pour ça que les gens aiment bien, les gens de mon âge, ils aiment bien dans les fêtes, ils se repassent les goodies des années 80, ils se repassent des chansons de la pop des années 80, c'était cool. Non, c'est de la merde. Mais on l'a beaucoup entendu à l'époque et c'est corrélé à l'époque de notre adolescence, c'est corrélé à des souvenirs agréables et moins agréables, mais qui sont perçus maintenant comme agréables parce que c'est notre jeunesse. Vous comprenez, c'est du conditionnement. C'est Pavlov. Alors j'ai dit que je revenais aussi sur la question de la transmission du parasite et de sa durée de vie. Il y a cette blague fameuse, les homosexuels ne peuvent pas procréer, pourtant ils n'arrêtent pas de se reproduire. Et de façon exponentielle. Pourquoi ? Et bien là on a une possibilité de réponse absolument vertigineuse. Ce ne sont pas les homosexuels qui se reproduisent. Ce sont les parasites. Il y a un autre mot qui est utilisé dans un contexte
plus religieux souvent, plus spirituel, en tout cas plus lié aux choses du non visible. Il y a un mot qui définit les parasites au niveau énergétique. On peut dire parasites, bien sûr, parce que les vampires énergétiques sont des parasites. Et tout ce qui entre dans notre système et modifie notre comportement pour nous pousser à des comportements qui nous écartent de la santé et de la loi naturelle, ça peut s'appeler des parasites. Mais dans un certain contexte religieux ou spirituel, on les appelle des démons. Les démons ne sont pas des choses cornues, griffues, écailleuses, avec des longues dents, des grandes langues bifides, des yeux flamboyants, des corps souvent hybrides entre l'homme et l'animal. Les démons ne sont pas tout ça. Les démons sont les parasites intestinaux. Les démons ne sont pas des choses cornues, griffues, écailleuses, avec des longues dents, des grandes langues bifides. Les démons ne sont pas tout ça. Mais si, ils le sont. Regardez. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt maraque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt maraque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux,